Commençons par les chasseurs biplans. Fiat CR-32, le vétéran de la guerre civile espagnole qui a créé une illusion dangereuse. Ce sesquiplan a dominé les avions républicains au-dessus de l'Espagne, convainquant l'état-major aérien italien que la manœuvrabilité primait toujours sur la vitesse. En 1940, face aux Hurricanes et Spitfire, cette doctrine s'est révélée suicidaire. La robustesse du CR-32 lui a permis d'opérer en Afrique de l'Est, mais son véritable héritage fut négatif, retarder la transition italienne vers les monoplans de 3 années critiques. Fiat CR-42 Falco, le meilleur chasseur biplan au monde, est la preuve que la perfection dans un concept obsolète reste obsolète. Propulsé par le moteur radial Fiat A74 de 840 chevaux, il pouvait atteindre 440 km/h et surpasser en virage n'importe quoi dans le ciel. Au-dessus de la Manche, cette agilité ne signifiait rien. Les pilotes de la RAF sur Hurricane refusaient simplement le combat tournoyant, utilisant leur supériorité en vitesse pour dicter les conditions d'engagement. Le Falco est devenu ce qu'il était destiné à être, un avion d'attaque au sol et de harcèlement nocturne, échangeant son héritage de combat aérien pour la survie dans des rôles pour lesquels il n'avait jamais été conçu. Imamro 44. L'impasse de l'aviation navale en biplan. Lancé depuis les catapultes des cuirassés, ce chasseur hydravion monoplace a tenté de donner à la Regia Marina des dents aériennes. Le concept était fondamentalement vicié. Au moment où il atteignait l'altitude de combat, les avions ennemis avaient été déjà attaqués. Il s'est révélé inutile au combat, n'existant que parce que l'Italie est entrée en guerre sans aviation embarquée spécialement construite. Un symbole d'improvisation se faisant passer pour de la capacité. Viennent ensuite les premiers monoplans, conçus principalement pour rompre avec l'orthodoxie des biplans, tout en étant piégés par les limitations moteurs. Fiat G50 Frexia. La tentative de Giuseppe Gabrielli de traîner les chasseurs italiens dans l'ère des monoplans, sapée par le conservatisme des pilotes et la pauvreté des groupes motopropulseurs. La verrière fermée, standard sur tous les chasseurs modernes dans le monde, fut retirée après les plaintes des pilotes. Le résultat, traînée accrue, fatigue du pilote et un chasseur qui ne pouvait pas escorter les bombardiers jusqu'en Angleterre pendant la bataille d'Angleterre. Armé de seulement 2 mitrailleuses, Breda Safat de 12,7 mm tirant à 700 coups par minute. Il était surpassé en armement par tous ses contemporains. Le G50 a prouvé qu'on ne peut pas construire un chasseur moderne autour d'un radial des années 1930 et espérer gagner. Machi C200 Saetta. Mario Castoldi a compris quelque chose que ses concurrents n'ont pas compris. Si vous n'avez pas de puissance, perfectionnez la cellule. Le Saetta a enveloppé ce même radial, Fiat A74 inadéquat, dans l'aérodynamique la plus propre que l'ingénierie italienne pouvait produire. Le résultat fut un chasseur qui pouvait piquer mieux que n'importe quoi dans le théâtre méditerranéen sans perdre ses ailes. En Russie avec le CSIR, il s'est révélé brutalement efficace, quand les pilotes n'attrapaient pas de gelure dans des cockpits ouverts à moins 40 degrés Celsius. Le C200 était la fondation. Tout ce dont il avait besoin était un moteur correspondant au potentiel de sa cellule. Caproni Vizzola F5. Une curiosité technique qui n'a mené nulle part. Ce chasseur léger a exploré des méthodes de construction alternatives, mais n'est parvenu à aucune conclusion significative. Dans une économie de guerre affamée de matériaux stratégiques, les expériences étaient un luxe que l'Italie ne pouvait pas se permettre. Il était resté un prototype, intéressant sur papier, non pertinent au combat. Passons maintenant à la famille Reggiane, construite pour exceller sur des marchés non conventionnels et dans des profils de missions spécialisés. Reggiane Re 2000 Falco 1. La conception inspirée des Américains de Roberto Longhi, trop avancée pour que la Regia Aeronautica lui fasse confiance. Les réservoirs de carburant intégraux dans l'aile offraient la portée dont l'armée de l'air avait désespérément besoin. Mais les ingénieurs craignaient que les fuites de carburant ne transforment l'avion en cercueil volant. L'Italie l'a donc rejeté. La Suède et la Hongrie non. Elles l'ont acheté, utilisé et prouvé que le concept était solide.
Une version navalised a servi sur les cuirassés italiens, justifiant la conception que l'armée de l'air avait abandonnée. Parfois, le client à l'exportation voit ce que le service national ne peut pas. Reggiane RE 2000, un Falco 2. Prenez la cellule éprouvée du RE 2000. Mariez-la avec un moteur DB601. Maintenant, vous avez une arme. Cet hybride chasseur-bombardier s'est jeté dans les batailles aériennes au-dessus de Malte, où chaque sortie était un combat au couteau à altitude moyenne. En tant que chasseur de nuit, il chassait les bombardiers britanniques sans radar, s'appuyant entièrement sur l'acquisition visuelle et le talent du pilote. Une production limitée signifiait un impact limité, mais ceux qui l'ont piloté comprenaient ce que le bureau Reggiane pouvait accomplir avec une propulsion appropriée. Reggiane RE 2000, 2 Ariete. Quand vous avez besoin d'appui aérien rapproché et que vous n'avez pas d'avion d'attaque spécialement construit, vous modifiez votre chasseur. L'Ariete est revenu à un moteur radial pour la fiabilité sous les dommages de combat, puis l'a chargé de bombes. Contre l'invasion alliée de la Sicile, il a prouvé qu'un chasseur pouvait livrer des munitions et survivre. La Luftwaffe a utilisé des exemplaires capturés contre la résistance française. Un éloge élevé d'une force aérienne qui faisait rarement confiance aux conceptions étrangères. Un autre groupe clé était les chasseurs série 2, spécialisés dans l'harmonisation enfin de la technologie allemande des moteurs à refroidissement liquide avec l'excellence italienne des cellules. Machi C-202 Folgore. C'est là que les chasseurs italiens ont cessé de s'excuser et ont commencé à tuer. Le mariage de la cellule C200 de Castoldi avec le Daimler-Benz DB601 sous licence a créé un chasseur qui a choqué les pilotes alliés habitués à abattre des G50 obsolètes. Vitesse maximale, 600 km/h, égale au Spitfire Mark V et au P-40F. Taux de montée et manœuvrabilité, supérieur. Fin 1941, au-dessus de Malte et en Afrique du Nord, le Folgore a annoncé que l'Italie était enfin arrivée au combat aérien moderne. Des as comme Adriano Visconti et Luigi Gorini ont accumulé des victoires qui ont forcé le renseignement allié à réévaluer la capacité des chasseurs italiens. Le seul échec, l'armement. 2 mitrailleuses de 12,7 mm ne pouvaient pas abattre un B-17. Mais en tant que plateforme chasseur contre chasseur, le Folgore exigeait le respect et l'obtenait dans le sang. Passons maintenant aux superchasseurs série 5, connus pour leur capacité à égaler le Mustang et à dépasser le Spitfire dans des enveloppes de performance spécifiques. Machi C-205V, Veltro. Le lévrier. Quand vous mariez la cellule du Folgore avec le moteur DB605 de 1475 chevaux et ajoutez 2 canons MG 151/20, vous créez un chasseur que les pilotes alliés apprennent à craindre. Vitesse maximale, 640 km/h. Taux de montée, 1100 mètres par minute. À basse et moyenne altitude, il pouvait surpasser en virage le P-50 et un des Mustangs, et égaler le Spitfire 9. Ce n'était pas de la propagande, c'était le témoignage de pilotes alliés. Machi C-205N Orion. Le développement haute altitude qui a presque été. Cellules renforcées, raffinement du compresseur, armement plus lourd, tout le nécessaire pour affronter les B-17 à 25 000 pieds. Il est resté piégé dans les limbes du prototype, alors que les bombes alliées réduisaient les usines italiennes en ruine. Un autre, et si, dans une guerre qui s'est jouée sur la capacité industrielle, pas sur le potentiel d'ingénierie. Fiat G55 Centauro, le chasseur qui a impressionné la Luftwaffe plus que son propre Messerschmitt. Dans les essais comparatifs à Rechlin en 1943, les pilotes d'essai allemands ont déclaré le Centauro supérieur au Bf-109 G6 et au FW 190A en maniabilité, armement et facilité d'entretien. 3 canons de 20 mm, un tirant à travers le moyeu de l'hélice et 2 mitrailleuses de 12,7 mm lui donnaient une puissance de feu dévastatrice. La Luftwaffe a recommandé une production de masse immédiate. Puis la réalité est intervenue. 15 000 heures-hommes pour construire un G55 contre 5 000 pour un Bf-109. La complexité a tué l'adoption. Au lieu de cela,
Le Centauro est devenu le chasseur emblématique de l'Aeronautica Nazionale Repubblicana, piloté par des pilotes comme Adriano Visconti dans la défense désespérée de l'Italie du Nord. Des groupes comme le deuxième Gruppo Caccia, Gigi Treosei, ont lancé des G-55 contre des formations de 50 plus B-17, connaissant les mathématiques, mais refusant de se rendre. Le Centauro était le meilleur chasseur italien, construit en nombre trop petit pour avoir de l'importance. Reggiane RE 2005 Sagittario, le plus beau et le plus dangereux. Conçu pour l'interception pure, le Sagittaire a priorisé la vitesse et la montée sur tout le reste. Il pouvait dépasser 900 km/h en piqué, une vitesse qui causait parfois une défaillance structurelle de la queue. Seulement 48 ont été livrés avant que les bombardements alliés n'oblitèrent scier les usines Reggiane. Ces 48 ont combattu au-dessus de Naples et de Rome en 1943, pilotés par des pilotes qui comprenaient qu'ils tenaient une arme égale à tout ce que les Alliés alignaient, en qualité, pas en quantité. Les pilotes d'essai l'ont appelé le chasseur le plus maniable produit par l'Italie. Les pilotes de combat l'ont appelé trop rare pour inverser le cours. Reggiane RE 2006. Concept de chasseur lourd bimoteur, jamais allé au-delà du prototype. L'Italie n'avait pas les ressources pour développer des destructeurs de bombardiers spécialisés quand elle ne pouvait pas construire suffisamment de chasseurs monomoteurs. Bonne idée, mauvaise guerre, mauvaise économie. Enfin, les chasseurs prototypes et expérimentaux créés spécifiquement pour explorer des technologies alternatives sous privation de ressources. Ambrosini SAI 207. Le léger en bois qui n'a jamais eu sa chance. Construit à partir de matériaux non stratégiques parce que l'Italie ne pouvait pas se permettre plus d'aluminium, il a tenté de prouver qu'on pouvait construire un chasseur compétitif à partir d'arbres. Le concept était sain, de nombreuses nations l'ont poursuivi. Le timing était fatal. Il est arrivé quand l'Italie n'avait plus d'aérodrome pour le faire voler. Ambrosini SAI.403 Dardo. Cet intercepteur en bois a atteint 648 km/h sur un moteur produisant une puissance modeste. Preuve que le raffinement aérodynamique pouvait compenser les déficits de puissance. Il est arrivé en 1943 quand l'Italie avait besoin de 1000 chasseurs immédiatement, pas d'un excellent prototype éventuellement. L'excellence en ingénierie sans capacité industrielle est une pièce de musée, pas une arme. Caproni Campini numéro 1. Le deuxième avion à réaction au monde et une impasse technologique qui a prouvé pourquoi être premier ne signifie pas avoir raison. Un moteur à piston entraînant un compresseur, il a volé. Il a fait les gros titres, et il était plus lent que les chasseurs à piston contemporains tout en brûlant du carburant à des taux catastrophiques. Le Campini a prouvé que l'Italie pouvait innover. Il a aussi prouvé que l'innovation sans théorie de propulsion appropriée produit des déceptions coûteuses. Viennent ensuite les chasseurs étrangers, conçus principalement pour compenser quand la production italienne ne pouvait pas couvrir l'attrition de combat. Messerschmitt Bf-109G/K. Quand l'ANR avait besoin de chasseurs et que les usines italiennes gisaient en ruine, l'Allemagne a fourni des Bf-109. Les variantes G6, G10 et de fin de guerre K4 ont équipé les unités combattant l'offensive de bombardement au-dessus de l'Italie du Nord. Fiables, éprouvés, disponibles. Tout ce que la production italienne n'était pas en 1944. Que les pilotes de l'ANR pilotaient des chasseurs allemands aux côtés des G-55 et C-205 italiens témoigne du désespoir, pas de la préférence. Quand votre industrie est détruite, vous pilotez ce qu'on vous donne. De Watine, D-520, chasseurs français capturés pressés en service secondaire. Ils ont comblé des lacunes, mais représentaient la dépendance de l'Italie à la conquête pour compléter la production. Un modèle stratégique qui ne fonctionne que tant que vous continuez à gagner. L'Italie a cessé de gagner. Passons maintenant aux bombardiers moyens trimoteurs, construits pour exceller dans la livraison de charges utiles quand votre industrie moteur ne peut pas produire d'unités de 1500 plus chevaux. Savoia Marchetti SM-79 Sparviero. Le Gobbo Maledetto, le bossu maudit, est l'avion de combat le plus efficace d'Italie.
Né comme transport de course, converti en bombardier, perfectionné comme avion torpilleur d'attaque. 3 moteurs de 1000 chevaux soulevaient une charge d'armes qu'aucun moteur italien unique ne pouvait gérer. Bois, tissu, tubes d'acier, construction archaïque qui s'est révélée plus rapide et plus robuste que les contemporains métalliques. En tant que bombardier horizontal, adéquat, en tant que torpilleur, mortel. Les escadrilles Aerosiluranti ont maîtrisé les attaques à hauteur de mât, glissant au-dessus de la Méditerranée au niveau des vagues pour enfoncer des torpilles dans les navires de guerre de la Royal Navy. HMS Nelson, endommagé. Plusieurs destroyers coulés. Le SM-79 a prouvé que l'innovation tactique pouvait surmonter la déficience technologique. Plus de 1200 construits. Il a défini la puissance aérienne italienne. Savoia Marchetti SM-80, un pipistrello. La chauve-souris, obsolète au début de la guerre, indispensable parce que rien de mieux n'existait en nombre. Train d'atterrissage fixe, peau métallique ondulée, fiabilité trimoteur. Il a transporté des fournitures vers des pistes d'atterrissage rudimentaires, où les avions modernes ne pouvaient pas opérer. Sans glamour, essentiel, oublié. Savoia Marchetti SM-84. Le SM-79 avec train rétractable et vitesse supérieure. Théoriquement une amélioration. Les difficultés de production signifiaient qu'il n'a jamais remplacé son prédécesseur. Quand une conception fonctionne, l'industrie italienne ne pouvait pas produire en masse l'amélioration. Cette inefficacité a défini tout l'effort de guerre. Kant. S.1007 Alcyone. L'élégant trimoteur en bois de Filippo Zapata, plus rapide que le SM.79. Charge de bombe plus lourde, performance supérieure. Puis il a été déployé en Afrique du Nord et en Russie. La colle du bois s'est délaminée dans la chaleur et le froid extrême. Les ailes se sont séparées des fuselages. L'Alcyone a prouvé que la construction entièrement en bois économisait l'aluminium, mais tuait les équipages dans le mauvais climat. Restreint à la Méditerranée, il a bien servi. Ailleurs, il est devenu une responsabilité structurelle se faisant passer pour un bombardier. Kant S.1018 Leon, le bombardier trimoteur italien ultime, arrivant en 1943 quand l'armée de l'air italienne se désintégrait. Avancé, capable, non pertinent. De minuscules chiffres de production signifiaient qu'il n'a jamais influencé le combat. Il représentait ce que l'aviation italienne aurait pu être si la guerre avait commencé en 1944. Mais la guerre a commencé en 1940. Un autre groupe clé était les bombardiers bimoteurs, spécialisés dans les frappes à moyenne portée, sans la pénalité de poids d'un troisième moteur. Fiat BR-20 Cicogna. La cigogne qui a prouvé que l'Italie ne pouvait pas construire un bombardier bimoteur survivable. Envoyé en Belgique pour bombarder la Grande-Bretagne dans le cadre du Corpo Aereo Italiano, il a été massacré. Pas de réservoir de carburant auto-obturant. Armement défensif inadéquat. Vitesse insuffisante pour échapper aux Hurricane et Spitfire. Après quelques raids catastrophiques, les survivants ont été retirés et relégués à la patrouille maritime, cherchant des sous-marins qui ne pouvaient pas riposter. L'échec du BR-20 dans la bataille d'Angleterre était un aperçu de ce qui arrivait quand les avions italiens affrontaient des défenses aériennes intégrées modernes. Caproni CA-310/311/313/314. Série. Bombardiers légers et avions de reconnaissance qui ont proliféré en variantes parce que les bureaux d'études italiens opéraient indépendamment plutôt que de se coordonner sur des plateformes communes. Le CA-310 a volé en reconnaissance en Afrique de l'Est. Le CA-311 a servi en Afrique du Nord et dans les Balkans. Le CA-313 est devenu un modèle d'exportation. Le CA-314 était le raffinement final. Tous étaient démodérément capables. Aucun n'était décisif. Cette série incarnait le problème de fragmentation, plusieurs fabricants construisant des variantes incrémentales au lieu de produire en masse des types supérieurs. Passons maintenant aux bombardiers lourds, connus pour leur capacité à mener des raids stratégiques que la base industrielle italienne ne pouvait jamais soutenir. Piaggio P-108B,
La tentative de l'Italie de construire un B-17 est la preuve que l'ambition sans capacité produit l'échec. 4 moteurs. Tourelles télécommandées sur les nacelles extérieures. Très avancées pour 1942. Environ 24 construits. Défaillance hydraulique constante. Problème de fiabilité moteur. Le P-108 a mené des raids symboliques sur Gibraltar pour prouver qu'il pouvait. Impact stratégique. 0. Bruno Mussolini, le fils d'Udus, est mort dans un accident de P-108. Un désastre de propagande qui a éclipsé les réalisations techniques de l'avion. L'Italie manquait de profondeur industrielle pour les opérations de bombardiers lourds. Le P-108 existait pour prouver un point politique, pas pour gagner une guerre aérienne. Enfin, les bombardiers en piqué et avions d'attaque, créés spécifiquement pour des frappes de précision que les bombardiers horizontaux italiens ne pouvaient pas livrer. Breda B A-65. L'avion d'attaque au sol qui a combattu en Espagne et en Afrique de l'Est avant d'être exposé comme inadéquat. Mauvaise performance, vulnérabilité au feu au sol, charge utile marginale. Il a fourni une expérience de combat qui aurait dû informer de meilleures conceptions. Au lieu de cela, l'Italie a construit le BA-88. Breda B à 88 Lynx. Le pire avion d'Italie, une catastrophe qui avait l'air bien sur papier et ne pouvait pas se battre. Conception bimoteur élégante, promettant vitesse et puissance de feu. Livré, un avion si sous-motorisé qu'il ne pouvait pas décoller avec le plein de carburant et de munitions. Les unités équipées du BA-88 retiraient l'armement, les réservoirs externes et parfois l'armure juste pour le faire voler. En Afrique du Nord, les BA-88 ont été abandonnés sur les aérodromes comme obstacles statiques, parce qu'ils étaient en plus utiles pour bloquer les pistes que pour voler au combat. Le BA-88 symbolisait le gouffre entre les aspirations de conception italienne et la réalité de fabrication. Sur papier, moderne, au combat, mortel, pour ses propres équipages. Savoia Marchetti SM-85. La tentative de l'Italie de construire un bombardier en piqué indigène a échoué aérodynamiquement. Mauvaise maniabilité, problèmes structurels, retrait rapide du service. La leçon: l'Italie ne pouvait pas concevoir d'avions d'attaque spécialisés. La solution: les acheter à l'Allemagne. Savoia Marchetti SM-93. Le bombardier en piqué à pilote couché. La réponse de 1944 à une exigence de 1940. Le pilote était allongé à plat ventre pour résister aux forces G pendant la récupération du piqué. Les piquets d'essai ont atteint 950 km/h dans les essais ANR/Luftwaffe. Cela fonctionnait techniquement. Opérationnellement, la visibilité arrière restreinte et l'industrie effondrée de l'Italie signifiaient qu'il n'a jamais atteint la production. Innovation désespérée, arrivant trop tard, comme d'habitude. Junker, Ju-87 Picciatello. Le Stuka allemand, acheté parce que l'Italie ne pouvait pas construire un bombardier en piqué efficace. Le nom, Picciatello, était de l'humour noir italien. Picciare signifie piqué, mais Picciatello signifie fou. Fou il pouvait être en 1943, mais il fonctionnait. Contre la navigation britannique en Méditerranée, il livrait les frappes de précision que les avions italiens ne pouvaient pas. Le Ju-87 au service italien était un aveu d'échec. Et la preuve qu'admettre l'échec et acheter des solutions bat construire de mauvais avions domestiquement. Viennent ensuite les chasseurs lourds, conçus principalement pour détruire les formations de bombardiers alliés que les chasseurs monomoteurs italiens ne pouvaient pas arrêter. Savoia Marchetti SM-91/92. Chasseurs lourds à double poutre qui sont restés des concepts. L'Italie comprenait l'exigence du destructeur de bombardiers, 2 moteurs, armement de canons lourds, longue endurance. Mais comprendre les exigences et les remplir sont des choses différentes. Les SM.91 et SM.92 ont prouvé que les concepteurs italiens saisissaient le rôle. Ils ont aussi prouvé que l'Italie ne pouvait pas produire de type spécialisé quand la production de chasseurs de base s'effondrait.
Passons maintenant aux avions de patrouille maritime, construits pour exceller dans la reconnaissance, au-dessus d'une mer que l'Italie prétendait contrôler, mais n'a jamais contrôlée. Quinte-500, un Gabbiano. La Mouette, un hydravion monomoteur avec une aile parasol, vitesse lente et longue endurance. Chaque éclaireur maritime est un compromis entre vulnérabilité et persistance. Le Gabbiano penchait vers la persistance. Il a cherché de vastes étendues méditerranéennes, radiotélégraphiant les emplacements de convois avant que les chasseurs ennemis n'arrivent pour le tuer, efficace jusqu'à l'interception. La plupart l'ont été. Kent, Zo.506, Héron. L'hydravion trimoteur qui a servi la reconnaissance, le bombardement et le sauvetage air-mer. Robuste, marin, fiable, des qualités qui comptaient Zo plus que la vitesse au-dessus de l'eau. Son rôle le plus humain était Soccorso Aereo, secourant les pilotes abattus quelle que soit leur nationalité. Dans une guerre définie par la brutalité, les missions de sauvetage de l'Aéron étaient des moments d'humanité, repêchant les aviateurs alliés et de l'axe de la Méditerranée avec un engagement égal. Certains avions tuent, l'Aéron sauvait. Imamro 43. Hydravion de catapulte biplace pour la reconnaissance des cuirassés. Il repérait pour le tir d'artillerie navale et cherchait les flottes ennemies. Lancé depuis les navires de guerre parce que l'Italie manquait de porte-avions, il représentait l'improvisation, utilisant des éclaireurs de catapulte parce que l'aviation embarquée appropriée n'existait pas. Efficacité marginale, mais mieux que de voler à l'aveugle. Un autre groupe clé était les avions de transport, spécialisés dans la logistique qui déterminait si les armées combattaient ou mouraient de faim. Savoia Marchetti, SM-75, avion de ligne trimoteur pressé dans le transport militaire. Il transportait personnel et cargaison avec un confort conçu pour les passagers, pas les parachutistes. Capacité modeste, service fiable, contribution sans éclat. Chaque force aérienne a besoin de transport. L'Italie a utilisé ce que l'aviation civile fournissait. Après l'armistice, la Luftwaffe et les forces co-belligérantes l'ont piloté. Les Allemands valorisaient le SM-82 si hautement qu'ils ont maintenu les lignes de production Savoia Marchetti en fonctionnement dans le nord de l'Italie, spécifiquement pour cet avion. Quand votre ennemi refuse de laisser vos usines arrêter de fabriquer un avion, vous avez construit quelque chose d'irremplaçable. Le SM-82 était laid, lent, essentiel, et prouve que la logistique gagne les guerres plus sûrement que les as de chasse. Savoia Marchetti SM-82 Marsupial. Le Marsupial, l'avion le plus stratégiquement précieux d'Italie, surpassant chaque chasseur en importance. Ce trimoteur de haute capacité a transporté des chasseurs démontés, des moteurs d'avion, des munitions et même des chars légers L-3/35 vers l'Afrique du Nord. C'était l'épine dorsale de la ligne d'approvisionnement de Rommel, l'avion qui a maintenu l'Africa Corps au combat quand les pertes de navigation auraient affamé la campagne du désert. Fiat G12, transport bimoteur avec train d'atterrissage tricycle. Conception moderne, entrant en service alors que l'économie moderne de l'Italie s'effondrait. Il transportait du fret efficacement quand du fret existait à transporter. La production limitée reflétait le tout limité en 1943. Caproni, CA-133, transport colonial avec train fixe et construction simple, construit pour les pistes d'atterrissage africaines rudimentaires, où la sophistication casse et la simplicité survit. Obsolète mais fonctionnel, il a servi les théâtres secondaires parce que les transports de première ligne étaient trop précieux pour risquer dans des campagnes secondaires. Passons maintenant aux planeurs d'assaut, connus pour leur capacité à livrer des forces aéroportées que l'Italie n'a jamais correctement développées. Aeronautica Lombarda, AL.12 P/CA-TTM-2. Planeurs d'assaut expérimentaux qui ont atteint le stade de prototype et se sont arrêtés. L'Italie a observé les opérations aéroportées de l'Allemagne, compris le concept, et manquait des avions de transport, de l'infrastructure de formation et de la capacité industrielle pour le répliquer. La L-12P et le TM-2 existaient comme preuve de concept qui n'a jamais été prouvée au combat. Le programme de planeurs italiens était une aspiration sans ressources.
Waco CG-4A. Planeurs américains capturés, fournis ou opérés par les forces co-belligérantes après 1943. L'ironie, la capacité de planeur fonctionnel de l'Italie venait d'équipements ennemis. Quand vous avez besoin d'une capacité aéroportée et ne pouvez pas la construire, vous pilotez ce que les Alliés fournissent. Certains ont été capturés pendant l'opération Ladbroke en Sicile. D'autres ont été fournis après l'armistice. Le Waco au service italien symbolisait la dépendance remplaçant l'indépendance. Enfin, les avions d'entraînement, créés spécifiquement pour transformer des civils en pilotes. La mission qui déterminait si des pilotes de remplacement existaient du tout. Nardi FN 305/315. Entraîneur primaire et avancé qui manque de glamour mais détermine la survie. Chaque as de chasse a commencé dans un entraîneur. Le FN 305 enseignait le vol de base. Le FN 315 enseignait le pilotage avancé. Éclipsés par les types de combat, ces avions ont construit le pipeline de pilotes. Quand ce pipeline s'est tari, l'efficacité au combat aussi. Simon 200/202. Avion de tourisme et entraîneur léger pressé dans l'instruction militaire. Conception civile militarisée parce que les entraîneurs spécialement construits ne pouvaient pas répondre à la demande. La série Simon a complété la capacité dans un système de formation affamé d'avions, de carburant et de temps. Capacité modeste, service essentiel. Avia FL3, entraîneur élémentaire pour l'instruction ab initio. Le premier avion qu'un élève pilote touchait. Maniabilité docile, caractéristiques indulgentes, profil de vol ennuyeux. Il a introduit des milliers à l'aviation. La plupart ne sont jamais revenus. Le travail du FL.3 était d'enseigner le vol. Le travail de l'histoire était d'enseigner le coup.